Et justement, on va parler de l'avenir et voir s'il y a encore un avenir radieux pour vous tous et nous tous, notamment dans le domaine de l'agriculture. Et vous êtes en charge de l'agriculture et de la biodiversité. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, bonjour à vos auditeurs. Voilà, merci d'accepter d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour ce nouveau volet de l'émission. Alors, on pourra donner tout à l'heure avec Sébastien Béraud quelques nouvelles du front, puisqu'il y a des mouvements agricoles, il y a des initiatives des paysans, des agriculteurs, des éleveurs qui commencent à se lever. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous vous en souvenez certainement, les chaussettes de l'archiduchesse. Bon, j'aurais dû m'entraîner un petit peu avant l'émission. Les syndicats ne sont pas toujours au rendez-vous, notamment de la parole. Et donc, je crois que c'est peut-être à tous les citoyens et à tous ceux qui sont indépendants aussi de reprendre la main sur ce combat. Et donc, tous unis, je dirais que c'est formidable quand on voit l'exemple de monsieur le maire Yvan Femel et d'autres maires de France, d'autres élus, avec aussi des collectifs d'agriculteurs et d'éleveurs. Eh bien, on voit que c'est possible d'essayer de se battre parfois la lutte du pot de terre contre le pot de fer, mais ensemble, lorsque l'on se met ensemble, on a plus de force pour lutter contre le pot de fer. Donc, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est l'artificialisation des terres et la gestion de l'eau. Vous verrez avec des gens très pointus pour en parler. Et déjà, vous allez penser à Valence. Alors, je ne vais pas vous parler de Valence aujourd'hui. Valence est une catastrophe. C'est une catastrophe aussi, pas simplement pour la ville, mais pour les terres qui sont autour. Et comme vous le savez ou vous ne le savez pas, parce que c'est quelque chose qui est très peu ressorti dans les médias, uniquement dans les médias dits alternatifs, ce sont des terres qui sont un des greniers de l'Europe. On a beaucoup de produits d'Espagne qui viennent. Je ne porte pas de jugement là-dessus, mais c'est une réalité et qui nourrissent la population. Et ce sont des terres qui sont très prisées aujourd'hui par les investisseurs, qui ont de plus en plus de gros appétits de terre. Et ces inondations arrivent justement à point nommé pour alimenter ces gros projets qui mèneront probablement, mèneront ou risquent de mener, on ne souhaite pas que cela soit le cas, mais mèneront des agriculteurs, des éleveurs indépendants et des paysans à disparaître. Et nous avons notre problématique en France avec la question de l'eau et la question de l'artificialisation des sols. Alors, on a une loi, et là, je vais laisser la parole au maire parce que j'ai trop parlé, une loi contre l'artificialisation des sols et puis cette urbanisation sauvage partout en France. Et en Île-de-France, ce serait peut-être heureux d'y songer puisque nous avons perdu la plupart de nos terres fertiles. Et du côté de Noiseau, il y a de très bonnes terres fertiles encore et des agriculteurs. Et là, malheureusement, un jeune agriculteur qui était allé d'ailleurs taper à la porte de Sébastien Béraud il y a quelque temps, eh bien risque, et ça je vous en avais dit un petit mot, de perdre ses terres, c'est-à-dire la moitié de ses terres, hein, donc ce qui est quand même énorme. C'est un jeune homme de 19 ans qui reprend l'exploitation familiale, qui ne peut pas en vivre pour l'instant, qui est obligé de travailler en plus à côté. Donc, imaginez le courage. Eh bien, ce jeune homme risque de se faire prendre la moitié de ses terres, donc je dis bien les dernières terres fertiles, par le gouvernement français pour faire une prison. Comme s'il n'y avait pas d'autres endroits, et des zones, des friches industrielles, par centaines d'hectares pour le faire. Donc, ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que tous les élus se sont mis vent debout aux côtés de ce jeune agriculteur. Et je vais laisser la parole au maire pour nous faire un état des lieux, déjà pour nous décrire votre commune et ses alentours, sur quel genre d'environnement travaillez-vous, monsieur le maire? Ben écoutez, si je vous parle de Noiseau, nous sommes à 18 km de Paris.
avec une particularité, c'est que cette commune peut être considérée comme rurale, puisque nous avons un tiers de sa surface bâtie, un tiers en forêt et espace naturel, et un tiers cultivé en céréales. Ce qui fait à peu près, alors par rapport, bien sûr, si on se rapproche des agriculteurs des plaines de la Beauce et de la Brie, nous n'avons entre guillemets que 149 hectares qui sont cultivés, mais dans le Val-de-Marne, c'est quelque chose de très important puisque ces agriculteurs transforment leur blé en Seine-et-Marne et alimentent les boulangeries parisiennes. Donc on est vraiment aussi dans des circuits courts et nous souhaitons, et je souhaite, conserver ces 149 hectares en l'état pour les années à venir. Alors, comment peut-on imaginer qu'avec si peu d'hectares, parce que 149 hectares est finalement peu de choses, l'État puisse envisager de prendre quasiment la moitié et d'artificialiser des sols de cette manière à une époque où l'on ne parle que d'une chose, ce sont des circuits courts, et alors que l'Île-de-France a été massacrée par l'urbanisation sauvage et que nous avons perdu l'immense majorité de nos terres arables. Je pense que nous avons affaire à un investisseur un petit peu particulier puisque c'est l'État et que le projet de l'État était de construire 15 000 places de prison au plus proche des tribunaux et au plus proche aussi des délinquants, ce qui fait que ben, le Val-de-Marne a été aussi identifié et que dans le Val-de-Marne, les terres agricoles étant plutôt rares, mais pas trop chères, l'État a préempté, ou en tout cas a eu le projet de s'installer sur ces terres-là. Oui, alors ils ne préemptent pas parce qu'évidemment, les agriculteurs ne vendent pas. Donc, ils ne veulent pas vendre, ils veulent garder leurs terres. Donc, c'est quand même Ah, très étonnant. Donc, effectivement, moi, ce qui m'a poussé à vous appeler, c'est la désinformation, il faut dire, de France Info. Alors là, c'est vrai que, comme on dit chez moi, la bouffaille est mes montée, comme on dit. Quand j'ai entendu, vous savez, cette forme de désinformation très particulière qui consiste à donner la moitié de l'information. Voilà, il y a 1000 manières de désinformer et donner une information parcellaire en est une. Et c'était, oui, il y a des élus qui s'élèvent contre la construction de prisons alors qu'on a besoin de prisons et que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, sauf qu'on ne dit pas que c'était sur les dernières terres fertiles de l'Île-de-France et qu'on voulait spolier un jeune agriculteur. Donc c'est quand même, voilà, donc là, effectivement. Donc, monsieur le maire, soyons clairs, l'argument de l'État, donc l'État se bat contre l'ensemble des élus, je crois que même vous avez la région Île-de-France de votre côté, absolument, oui, absolument. se bat depuis combien d'années contre vous et fourbit des armes en alimentant, en mettant de l'eau à son moulin. Par exemple, ils ont classé récemment le projet en PIG, hein, PIG, PIG. Alors, effectivement, c'est cochon comme méthode, hein, disons-le, voilà. Et donc bon, comme projet d'intérêt général, bah, pardon, mais c'est risible, hein. Mais écoutez, j'ai appris par la presse, il y a maintenant un peu plus de 6 ans, que l'État avait décidé d'implanter une prison de 700 places à l'époque dans ma commune. Maintenant, c'est passé à 800. Donc, bien sûr, sans aucune concertation et sans aucune concertation des élus, du maire et de la population, bien entendu. Donc, nous nous battons depuis cette période, ça fera 6 ans maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PLU de Noiseau, le plan local d'urbanisme, a classé ces terres en terres agricoles, donc notamment on ne peut pas y toucher, et depuis bien sûr maintenant plus de 6 ans, alors que la région et le département viennent de nous rejoindre, puisque la région a validé le SDRIF-E, le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France, a classé ces terres et les a sanctuarisées en terres agricoles, et ça a été validé au niveau de la région en septembre. Et en octobre, le département vient de classer aussi cette zone
en PPAEN, c'est-à-dire en plan de protection des espaces naturels et agricoles. Donc, c'est aujourd'hui, notre incompréhension vient du fait que l'ensemble des strates administratives et des élus politiques sont tous opposés. Alors, je ne citerai pas nos sénateurs et nos députés. Nous avons une seule voix, c'est gardons ces terres en l'état et essayons de voir si c'était possible d'utiliser des friches industrielles, parce qu'il y en a, et puis aussi peut-être de voir pourquoi s'arc-bouter sur le Val-de-Marne, alors que nous avons déjà la deuxième prison de France, hein, qui s'appelle Fresnes, et qui mériterait d'ailleurs d'être rénovée puisqu'on se fait taper sur les doigts par l'Europe. On est devant un mur, c'est-à-dire qu'on nous entend peut-être, mais en tout cas, on ne nous écoute pas. On a beau faire, on a fait déjà 2 marches de protestation, hein, auxquelles les agriculteurs ont participé. Et les habitants qui sont vent debout aussi derrière vous, hein. Il n'y a Les pas habitants, simplement que les élus, absolument, que la région, que le département. Il y a tout. Il y a votre population absolument. derrière vous. Et en plus, on a une enquête sénatoriale qui a relevé que le montant prévu des travaux au départ allait être doublé à l'arrivée, puisque nous sommes sur des zones humides. Voilà. Oui. Il va falloir gérer Oui. cette artificialisation des sols. Oui, 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 voilà, ça c'était le deuxième volet de ma question, puisque le thème c'est l'artificialisation des sols et la question de l'eau, et que là on commence très fort avec vous. Le terrain est insondable, et donc ça induit de construire en zone inondable. Et ça revient, comme vous le disiez, monsieur le maire, dans des interviews, à un véritable 49.3 de l'urbanisme pour une aberration écologique, urbanistique, voilà, construire en zone inondable, c'est quand même inouï. Priver un agriculteur de son outil de travail, artificialiser des sols à l'heure où on a un dérèglement climatique, c'était inouï. Donc, on dit que il y a une volonté, on classe ça en projet d'intérêt général, mais en fait, c'est pas que l'État veut construire sur des terres agricoles, c'est que l'État veut détruire les terres agricoles. C'est nuisible comme projet. Le fait de lancer un PIG, comme vous l'avez dit, c'est un peu cochon. C'est simplement pour nous obliger, la région et le maire, à modifier de force notre PLU ou le SDRIF-E. Puisque ces terres étant classées agricoles et sanctuarisées, ce 49.3 de l'urbanisme nous obligera ou autorisera l'État à modifier nos plans d'occupation des sols. Ouais, ouais. Effectivement, mais bon, c'est un coup de force, une violence, et puis voilà, un État tout puissant, voilà, quasiment enfin, oui, oui, c'est le pouvoir absolu, quoi. Donc, bon. Alors, il y a une chose intéressante, c'est qu'en juin, il y a eu une réunion à l'initiative de plusieurs agriculteurs de la région Île-de-France, mais jusqu'à Angers, avec la réunion également des élus de tous bords politiques. Donc ça, c'était quand même chouette, je dois dire, d'avoir tous les bords politiques ensemble pour se réunir, parce qu'ils avaient tous en commun d'avoir des projets de prison sur leurs terres agricoles. Donc il y a quand même une volonté de l'État de détruire les terres agricoles. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres terres à prendre, et notamment les anciens sites, vous savez, les centres commerciaux qui sont plus du tout le modèle, de moins en moins, et ça je ne cesserai de le répéter à cette antenne, qui ne sont plus le modèle et qui ont de moins en moins le vent en poupe, et donc ils seraient aussi des terrains parfaits pour ce genre de projet, mais d'autres terres. Et donc là, il y avait un discours intelligent qui ne consistait pas simplement à s'opposer au projet de prison, bien évidemment. Je vous laisse le raconter, monsieur le maire. Écoutez, nous nous sommes réunis à l'initiative des agriculteurs, comme vous le disiez,
au château de Vaux-le-Vicomte, hein, je fais un peu de publicité, mais Ah oui. c'était la zone. Et nous avons pu échanger avec une grande partie des agriculteurs concernés par ces projets de prison. Et bien entendu, au-delà des élus et des agriculteurs, on a fait le constat que ces projets étaient tous ciblés sur des terres agricoles. Alors, globalement, je vais m'autoriser à penser que ce sont des terres qui sont beaucoup moins chères que d'autres et qu'en plus, en matière de pollution, il n'y a pas d'hydrocarbures et donc les coûts de construction sont moins onéreux. Donc, c'était un constat que nous avons fait et bah, nous sommes tous vent debout parce que si on revient un petit peu en arrière et si on cite l'ancien Premier ministre, l'agriculture doit être protégée et doit être une priorité. Il me semble, bon, il n'est plus aux commandes de l'État, mais il me semble que c'est ce qu'avait dit M. Attal et que c'était une réelle priorité. Et là, malheureusement, excusez-nous, mais on a du mal à comprendre ce qui se passe. Ouais, mais nous, on a du mal à comprendre ce qui se passe dans tous les domaines, parce qu'il y a un discours d'un côté, puis les actes contredisent les paroles. Bon, donc, en effet, vous dites que peut-être les terres agricoles sont moins chères, mais je pense qu'une friche industrielle n'est peut-être pas très chère non plus à acheter, peut-être à assainir, enfin assainir. Non, en plus là, on est en zone inondable, mais peut-être qu'il y a en effet des matériaux à retirer, mais ça doit pas être très cher quand même. Euh, Quelquefois, les coûts de dépollution sont quand même extrêmement élevés, Hmm. puisqu'il faut traiter la terre sur des profondeurs importantes, donc il faut l'enlever, la traiter et la remettre. Donc c'est à mon avis plus onéreux que les terres agricoles. Oui, enfin après il y a d'autres terres peut-être qui ne sont pas de bonnes terres arables et pas des terres fertiles et que l'on peut prendre également. Je pense que même un centre commercial, un ancien centre commercial, d'anciens entrepôts. Enfin bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de terrains quand même en France autres que la que les terres agricoles. Il y a aussi des bâtiments anciens. À restaurer. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est tout de même très, très étonnant et un peu inquiétant sur voilà, l'intention, en tout cas. Donc, ça reviendrait si l'État arrive à contrevenir aux souhaits du peuple, hein, parce qu'ils sont les choses comme elles sont, et de ses représentants. Eh bien, ça veut dire que on détruira 1,2 million de mètres carrés de terres agricoles. Voilà. Donc C'est énorme, c'est clair. Je pense que nos agriculteurs n'ont pas besoin. Alors, je suis mal placé par rapport à notre ami Monsieur Béraud-Sébastien, puisque je ne suis pas agriculteur, mais je pense que les agriculteurs n'ont pas besoin de ça pour avoir déjà d'énormes problèmes. ouais. Alors justement, bah, Sébastien Béraud, je vais vous laisser donner votre avis sur cette question qui est quand même extrêmement étonnante, préoccupante, révoltante. Voilà. Oui, donc moi, ce qui me révolte le plus, c'est que les syndicats n'ont rien fait pour protéger cet agriculteur, ce jeune Ludovic, qui m'a appelé un jour en pleurs en disant, parce qu'il m'avait vu sur les réseaux, si je pouvais pas lui apporter mon aide à travers mes vidéos, ce que j'ai fait. Je suis monté 2 fois à Noiseau, dont la deuxième fois pour la grande manifestation, dont je remercie tous ces politiques avec leur écharpe bleu, blanc, rouge de tous bords confondus. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur qu'ils soient tous réunis. Et donc, ce qui est scandaleux, c'est que le ministère de l'Agriculture a été baptisé ministère de la souveraineté alimentaire agricole. Ah oui. Et les dernières terres qui sont accolées à Paris, ils veulent les prendre pour faire une prison. Avec la bénédiction des syndicats, puisque les syndicats ne font rien pour protéger ces terres. Donc, je suis venu en aide du mieux que j'ai pu. Je pense que la population, elle est franchement contre, les élus sont contre. Et normalement, sauf par le biais d'un 49.3, pour moi, le projet ne devrait pas se faire. Et il ne faut pas qu'il se fasse, parce que déjà, on a Non, perdu il peut bien pas trop se de faire. terre en France. Il faut savoir que depuis l'après-guerre, on perd un département tous les 10 ans
en terres agricoles qui sont transformées en infrastructures routières et immobilières. Oui, oui. Donc, ça fait la valeur de 2 régions comme l'Auvergne, c'est énorme. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'on a des fortes inondations, parce que plus on bétonne, eh bien, moins il y a de retenue d'eau dans la terre. Donc toute cette eau, elle va aller où sur Paris? Elle va aller dans la Seine, et on n'est pas à l'abri d'une grande catastrophe comme à Valence. Donc il faut absolument garder les dernières terres qui sont autour de Paris. Déjà, ils en ont bien trop pris. Quand on voit Walt Disney et compagnie, que ça a été fait sur les meilleures terres de France, des terres très très Quelle fertiles. honte, ouais. Donc c'est un scandale d'État, ça pour moi. On n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, 70% de l'alimentation française, elle est importée. Elle vient de l'autre bout du monde, de partout. Un jour ou l'autre, on n'est pas à l'abri où il n'y a plus d'importation. Et à Paris, les 10 ou 15 millions d'habitants, ils vont manger quoi si on prend les dernières terres? C'est 140 hectares. Imaginez en pommes de terre ou en légumes ou même en blé, le nombre de Parisiens que ça nourrit. Le jour où on ne les aura pas, eh bien, on va perdre notre souveraineté un peu plus alimentaire. Et ça, c'est un scandale. D'ailleurs, je félicite les agriculteurs de se battre, parce que s'ils voulaient, ils pourraient faire monter les enchères et ramasser le pactole et partir ailleurs. Donc je les félicite, ça en est du devoir de ne pas regarder l'argent qui brille et de garder ces dernières terres pour se battre pour notre pays, pour notre souveraineté alimentaire. Et là, je les félicite, parce que je pense que s'ils avaient lâché un peu du lest, eh ben, Macron et compagnie se seraient engouffrés là-dedans. Donc il faut vraiment féliciter ces agriculteurs qui tiennent bon avec la population et les élus. Et moi, s'il faut remonter un oiseau, j'y remonterai, parce que j'en fais un combat personnel pour la dignité de notre agriculture, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de crever sans terre et de tout importer. Et ça dérange personne, tous ces produits importés sans normes. Sébastien Béraud, c'est une maltraitance des terres agricoles. Il y a une vraie maltraitance, et là on va en parler avec l'invité suivant d'ailleurs, une maltraitance des terres agricoles, une maltraitance des paysans et une maltraitance de la population, parce que la population a le droit de bien se nourrir et se nourrir en circuit court. On ne peut pas parler d'écologie et négliger les circuits courts. Et négliger les circuits courts, ça veut dire bétonner et priver les paysans de leur outil de travail, c'est-à-dire la terre. Donc, ça n'est pas possible de garder aussi une gastronomie qui est aussi notre patrimoine. Hein. Bon, vous savez, mon amour de la gastronomie, en tant que journaliste de la gastronomie et du vin aussi, et du patrimoine. Et donc, pour moi, on ne pourra pas garder notre haute gastronomie si on continue ce désastre permanent, ces attaques permanentes, récurrentes, et d'ailleurs sur tous les fronts, de nos producteurs, de nos productions, de nos éleveurs. Ça n'est pas possible. Donc, et voilà. Et les circuits courts, on ne peut pas nous saouler à longueur de temps avec l'écologie si on privilégie l'importation. Et en plus, comme vous dites très bien, il suffit d'un conflit, il suffit d'une mésentente. Là, on le voit avec les élections européennes, par exemple, nos importations à nous, enfin, l'exportation, par exemple, de nos vins tout va devenir très compliquée, parce que vont devenir à nouveau plus protectionnistes. Je porte pas de jugement. Je suis très ennuyée pour nos vignerons et nos propriétés viticoles qui vont devoir trouver d'autres solutions. Mais bon, on trouvera toujours. On est français, on n'a pas toujours de l'argent, mais on a des solutions. Voilà, mais on a une débrouillardise. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas compter là-dessus pour nourrir tout un pays. La souveraineté alimentaire, elle commence à côté de chez soi. Voilà, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Écoutez, en tout cas, moi, j'ai vraiment envie de remercier Monsieur le maire, Yvan Femel de Noiseau, pour son combat. Vous voulez dire encore un mot, Sébastien Béraud, avant que Monsieur le maire ne conclue? Oui, pour moi, la meilleure écologie, c'est de produire au plus proche du lieu de consommation. Donc c'est là qu'il faut qu'ils se battent, Noiseau. C'est les dernières terres les plus proches de 12 ou 15 millions de Parisiens. Oui, puis... Donc c'est ça l'écologie. Oui. Tout le reste, c'est de l'escrologie. Ouais, c'est de l'escrologie, et puis le blé des milliardaires. Ah oui, puis le blé des milliardaires ukrainiens, plein de pesticides, plein d'horreurs, etc. Nous n'avons pas les mêmes normes en France et ailleurs. Même entre la France et l'Espagne, vous savez que les normes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, un produit français à égalité sera toujours meilleur qu'un produit espagnol, même bio, même pour le bio. Donc, effectivement, je ne jette pas la pierre aux produits espagnols. On est bien content qu'ils nourrissent un peu la France quand même. Mais enfin, ça n'est pas la même qualité. Donc c'est aussi une question de santé publique.
Il y a pas que le réchauffement, il y a pas parce que sans terre, sans arbres, sans végétation, il y a du réchauffement, le dérèglement climatique, les crues, mais aussi la santé de la population. Voilà, parce que les produits importés ne sont pas produits de la même manière. Donc, Yvan Femel, Oui, monsieur le maire. écoutez, si je pouvais conclure, je dirais simplement que j'ai déjà vu 2 ministres de la Justice. J'ai demandé un rendez-vous au troisième. J'espère qu'il saura nous écouter et nous entendre. Je Ouais. croise les doigts, hein. De toute façon, les ministres passent et nous restons. Et je pense que c'est comme nos agriculteurs, ben, nous sommes sur le terrain et nous y restons. Moi, je suis optimiste raisonnablement parce que sur Noiseau, en tout cas, et là je vais parler pour ma paroisse, l'ensemble de la population des agriculteurs et des élus fait bloc. Et tant qu'on fera bloc, il sera plus difficile de nous passer dessus. On va dire ça comme ça. Voilà, je vous remercie. Oui, mais merci, merci monsieur le maire. On va continuer à suivre les nouvelles du combat. Et d'ailleurs, je vous inviterai à écouter la suite de l'émission avec l'invité suivant qui est Louis Julien, qui est agriculteur, membre du SMAJ, donc dans le Gard, qui est spécialiste de l'eau, figurez-vous, donc qui est à la commission de l'eau et qui va expliquer à nos auditeurs pourquoi nous avons des inondations, cela dépend aussi de la qualité des terres, de l'urbanisation, et puis les membres du SFER aussi, donc de la SAFER, pardon. Donc, vous voyez, toutes les problématiques qui nous intéressent, voilà. Et puis lui, il remonte jusqu'à, je crois, jusqu'au 15e siècle pour sa famille, vous voyez. Donc, ce sont des gens qui sont ancrés. Et je dirais que c'est quand même au peuple qui a les pieds dans la terre, à ceux qui connaissent, à ceux qui vivent les choses, de décider de leur sort. Sinon, c'est plus une démocratie. Et donc, la décision doit venir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà. Et en tout cas, merci, monsieur le maire, de rendre cela vivant. Merci à vous de cette petite interview. Je pense que ensemble, nous essaierons de préserver ce qui peut encore l'être. Merci, monsieur le maire Yvan Femel, donc de Noiseau. Est-ce que Louis Julien est en ligne ? Oui, bonjour. Merci de m'inviter. Ah, alors très bien. Et alors écoutez, on va poursuivre avec vous et Sébastien Béraud sur cette question importante de la protection de nos terres agricoles et toujours en votre compagnie avec toujours joie, bonheur et enthousiasme, Salsa Bertin. Je vous préviens tout de suite, ma chanson passe pas radio ni à la télévision, mais elle n'a rien à foutre. Il y a quelque chose à dire. C'est pas comme les chansons qui passent à radio, télévision. Hein. Paf, dans la gueule, rien à foutre. Ouais, rien à faire, donc je vais vous dire, vous avez vu le prendre dans la figure avec mes émissions. Alors, bon, bienvenue à tous. Notre regretté Coluche, qu'on réentendra d'ailleurs tout à l'heure, franchement, tu nous manques. Voilà. Donc, Louis Julien, vous êtes agriculteur, membre du SMAJ, vous allez nous expliquer ce que c'est, de la SAFER, vous allez dire un petit mot dessus parce que vous en parlerez infiniment mieux que moi. Vous êtes par téléphone, donc les auditeurs peuvent pas vous voir, mais j'ai toujours Sébastien dans son tracteur face à moi. Donc, vous voyez, moi, j'ai toujours un pied, en tout cas les yeux tournés vers la ruralité dans ces émissions. Et vous avez été l'auteur, le co-auteur d'un film, enfin le héros, je dirais, d'un film qui s'appelle Génération 17. Le cri de la terre qu'on peut trouver sur YouTube notamment. Et avec vous, on va parler de l'artificialisation des sols dans toutes ses acceptions. Et d'abord, je vais dire que vous êtes un pionnier des vins naturels. Donc ça, c'est quand même important. Que vous travaillez donc la terre depuis toujours. Que c'est dommage que les auditeurs puissent pas vous voir parce que moi, quand je vois tous mes éleveurs, mes agriculteurs, mes vignerons de toute la France, excusez-moi, hein, je veux pas être trop familière, mais avec leur bonne bouille, en fait, voilà,
qui sont un peu toutes ces belles personnes, tous ces beaux visages, en lien avec la nature, dont on sent qu'ils sont très proches de la nature et qu'on ne voit pas en ville, où je trouve que les visages sont beaucoup plus tristes, avec moins de personnalité, et que finalement les gens sont moins beaux d'une certaine manière. Voilà. Donc, vous êtes vigneron, donc un des pionniers des vins naturels, et vous allez nous expliquer pourquoi. Et vous allez nous expliquer aussi pourquoi vous êtes la Génération 17, pourquoi ça s'appelle ce film Génération 17, Le cri de la terre. Donc je vous laisse vous présenter avec cette Génération 17 et ensuite nous parler du SMAJ et puis un petit mot de la SAFER. Louis Julien. Oui, bon, Génération 17, c'est parce que je suis la 17e génération d'une famille de paysans installée à Ribotte-les-Tavernes, dans le Gard. Voilà, donc j'ai fait ce petit film parce que je suis très conscient des règlements climatiques et des conséquences sur les volumes de pluie qui tombent maintenant un peu partout. Chez nous, dans les Cévennes, on est un peu habitués parce que les épisodes cévenols, c'est assez connu. Donc moi, j'ai remarqué dès mon jeune âge que les terres avaient un souci chez nous, c'est qu'on avait du ravinement chaque année. Donc je me suis attelé à trouver une parade à ça, et puis je suis rentré en agriculture biologique dès l'année 1979. J'ai 73 ans, hein. Je suis vigneron actif mais retraité. Mes enfants ont pris ma suite. Voilà. Donc quand j'ai mis 35 ans à transformer mes sols, à les rendre poreux à l'eau. Moi, j'ai pu observer en 2002, quand on a eu 700 mm en 22 heures, que les 200 premiers millimètres se sont bu intégralement, sans ruisseler. Donc, ça fait à peu près le tiers du volume d'eau qui est tombé, qui a été absorbé. Donc, si on était capable d'absorber ne serait-ce que 100 mm de plus que ce qu'on absorbe actuellement, on stockerait dans la terre l'équivalent de tout ce qui est prélevé en France au niveau de l'eau. Donc c'est quand même, c'est pas grand-chose 100 mm. Ça veut dire qu'il faut remonter le taux d'humus dans les sols. Donc ça remonte pas tout de suite, mais moi dans mon petit film, je montre qu'en 3 ans, déjà en 3 ans, avec des engrais verts, des apports de matière organique, de broyage d'arbres, d'arbustes, ce qu'on porte dans les déchetteries maintenant, avec ce que les villes devraient rendre à l'agriculture, donc tout ce qui est la poubelle humide, qui au lieu d'aller la mettre dans les incinérateurs ou les enfouir, il faudrait vraiment le composter comme il faut et le rendre à la terre. Là, on arriverait assez rapidement à éviter que les gens reçoivent des tonnes de boue dans leur maison quand il y a des inondations. Oui. Voilà, ça, c'est quelque chose de très important. Oui. Alors, bien sûr, quand on parle d'artificialisation des terres, il y a 2 modes pour artificialiser les terres. Il y a bien sûr bétonner. Je ne sais pas si vous avez pu entendre la question de la prison de Noiseau tout à l'heure. Oui, vous étiez un peu. J'ai entendu, Voilà, vous oui, avez mais compris. Voilà. Comme Donc là, c'est une artificialisation où on va tout bétonner, tout prendre. Oui. On a le même cas chez nous à Nîmes, là, autour de Nîmes, il y a une prison qui doit se faire, donc ça va prendre une centaine d'hectares aussi. Donc alors on nous gonfle avec la compensation, ça veut dire que il va falloir artificialiser d'autres terres pour compenser ces terres-là. Donc c'est vraiment c'est du leurre, quoi. Il y a pas de compensation possible. Une terre agricole, une fois qu'elle est perdue, elle est perdue. La seule compensation, ça serait d'enlever toute la terre arable et d'aller la mettre sur une terre qui est moins bonne pour récupérer la bonne terre. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait des hangars. J'ai récupéré les 2 mètres de terre qu'il y avait et je suis allé les porter. C'est des endroits où il n'y avait que 30 cm. Et là, ça pousse mieux, mais ça coûte des sous, quoi. Donc ça, ils le font pas. Donc je suis au comité technique SAFER et je vois bien, on se bat comme on peut pour préserver la terre agricole, mais bon, il y a des projets, les villes ont des projets, mais ils ne s'intéressent absolument pas à la problématique agricole. Pour eux, ils mettent un plan sur la table et puis ils tracent des traits avec des crayons dessus. Ils ne regardent même pas ils ne regardent même pas si la terre a une valeur agricole. Chaque fois qu'il y a un PLU qui se fait, qu'il y a un SCOT qui se fait, on devrait donner la parole aux paysans et leur dire, voilà, où sont les bonnes terres, où sont les terres qu'on peut, à la limite, nous on a des terres qui sont de la garrigue, qui n'ont pas de valeur agricole à part du pâturage, mais il y en a beaucoup.
Donc toutes les terres qui sont capables de faire du légume ou du blé, il faut les garder pour faire des légumes ou du blé. Oui, on est beaucoup dans l'arbitraire et puis beaucoup dans les décisions sont prises par des gens qui ne connaissent pas leur sujet en fait, voilà, qui ex nihilo prennent un papier, un crayon et puis pensent qu'ils sont dans leur salle de jeu en fait, et qu'ils sont en train de faire du Lego ou quelque chose dans ce genre-là. Et autrefois, les anciens ne construisaient pas sur les terres, d'abord les terres fertiles, on n'allait pas artificialiser comme ça, ne construisaient pas sur les terres inondables, ne construisaient pas dans les Yvelines, dans une petite ville des Yvelines, on a construit sur d'anciennes carrières. Et puis, bien évidemment, les maisons finissent par s'effondrer. Enfin, c'est effarant, mais évidemment que personne ne construisait avant. Donc, ils se sont dit, ah bah tiens, il y a du terrain de libre. Et c'est quand même effarant aujourd'hui qu'il n'y ait aucune limite dans le domaine de l'urbanisation sauvage et de décisions d'architectes, d'urbanistes, de promoteurs immobiliers, et qui personne en face aujourd'hui que ces gens n'aient ni le bon sens de se renseigner, et qu'il soit tout puissant. Voilà. On a un exemple concret là sur Alès, la ville qui est la plus proche de chez moi, où un centre commercial a été construit, mais alors vraiment en bordure du Gardon, sur une zone d'expansion des crues, donc c'est vraiment le lit mineur, quoi. C'est vraiment à côté du Gardon, il y a juste une digue qui protège. Ils ont comblé. Alors le promoteur a construit. Quand le maire a attaqué le PPRI, donc le plan de prévention des risques d'inondation, il a réussi à gagner en première instance. Alors c'était jugé à Lyon, je ne comprends pas trop pourquoi. Le préfet a réattaqué le maire, mais en attendant, le maire a donné le permis et le centre commercial existe aujourd'hui. Vous voyez, même quand des élus forcent la loi comme ça, c'est imparable. Alors, oui, c'est l'inverse de ce qui se passe en Val-de-Marne, mais il est certain que dans le sud de la France, que je connais bien, les maires, malheureusement, ont aussi trop de pouvoir sur les PLU et l'urbanisme et peuvent raser des villes entières, des morceaux de patrimoine naturel ou bâtis, des bastilles, des châteaux, pour faire... Là, à Nîmes, ils sont quand même gratinés à Nîmes. Hein. Là, ils sont en train de détruire un ancien couvent, une merveille, quelque chose de magnifique, pour faire un petit immeuble lambda, toujours moche évidemment, parce qu'ils ne savent pas faire du beau, ils ne savent plus. Et voilà, ils préfèrent raser cette merveille. Vous aurez peut-être pu imaginer un projet autour, à l'intérieur, le restaurer. Non. Et ils rasent, alors que, évidemment, il y a des associations, vent debout, il y a des recours. Et malgré, et bien que le dossier soit en cours, c'est pas grave, ils viennent avec les engins et ils commencent à détruire avant même réellement les permis peut-être. C'est inouï. Hein. C'est vrai que c'est très très inquiétant, et c'est vrai que dans le sud on a de plus en plus de débordements, d'égouts, d'inondations, parce que les maires détruisent les maisons, les jardins, dès qu'il y a un petit morceau de terrain ils le prennent. C'est très compliqué. Ouais, le sud de la France devient très compliqué. Oui. Alors nous on avait une culture de l'inondation, parce qu'on est une région où il pleut fort par moment, et donc, mais les gens avaient choisi de se mettre près des rivières parce que c'était plus commode avec 95% de l'année. Donc là, ils allaient chercher de l'eau à la rivière, ils n'étaient pas obligés de la charrier trop loin, mais ils construisaient sur un étage. Donc, si vous voulez, l'étage d'en bas, c'était, on y mettait le cheval, on y mettait les chèvres, ou des trucs comme ça. Mais quand il y avait un lac d'inondation, les gens montaient à l'étage, ils mettaient les bêtes à l'abri. Et puis, quand l'inondation était passée, ils donnaient un coup de balai, ils raclaient un peu les saletés, et ça repartait. Sauf que après, on a aménagé ces rez-de-chaussée. Et c'est là que ça devient dramatique, parce que on avait l'impression que si les gens s'étaient mis là, c'est que c'était pas dangereux, mais en fait c'était dangereux, mais ils le savaient. Vous avez l'île de la Barthelasse à Avignon, où il y avait un anneau et un bateau pendu au premier étage. Donc les gens savaient que quand ça se noyait, ils pouvaient sortir de la rivière, ils attrapaient ils tiraient la corde et ils avaient le bateau. On avait la même chose
à côté de chez moi, presque dans le lit du Gardon. Et ils avaient fait une pente, ils montaient les bêtes à l'étage quand ils savaient qu'il y avait une inondation qui arrivait, quoi. Et ça, c'était en connaissance de cause. Sauf qu'on a cru pouvoir aménager tous ces rez-de-chaussée, et c'est là qu'on a fait l'erreur, et voilà, maintenant on paye. Donc, la deuxième artificialisation des sols, on la voit très bien sur votre film Génération 17. Donc, c'est la manière dont on travaille la terre, hein, voilà, avec des intrants ou sans intrants. Vous vous êtes mis en bio et vous avez mis 35 ans à refaire une bonne terre, notamment pour vos vignes. Quant à vos fils, vous les avez certainement que c'est parce que vous leur avez prêché la bonne parole qu'ils ont écouté leur père et qu'eux, ils ont fait quelque chose qui aujourd'hui est fondamental et qu'on a trop oublié, qui est vraiment l'agriculture paysanne, c'est la diversification. Donc vos fils, eux, maintenant, ils font aussi bien des légumes, des céréales que des poulets, du porc, etc. Donc j'aimerais que vous nous parliez de la manière dont on traite les terres, et dans ce film vous faites une expérience. C'est un film ultra pédagogique qui dure pas très longtemps mais qu'il faut vraiment voir. Faire une expérience en montrant comment la terre se comporte selon qu'elle a été travaillée de manière naturelle ou qu'elle a été travaillée de manière conventionnelle. Mais, si vous voulez, il y a deux façons de travailler un sol. C'est soit on le gratte, on le laboure sans cesse et puis on met des engrais chimiques et on nourrit la plante. Soit on nourrit le sol avec de la matière organique et là le sol s'organise en fait. Vous pouvez le voir dans des sols de prairie ou dans des sols de forêt. Il y a des minuscules agrégats et puis on voit qu'on peut, à travers ces agrégats, il y a beaucoup d'eau qui peut passer. Et c'est ce qui se passe en réalité dans un sol vivant. L'eau, elle peut circuler, l'air peut circuler, et on arrive à nourrir les sources, les nappes phréatiques, comme ça. Alors que sur un sol qui n'a pas cette porosité, l'eau, elle va glisser, il y a la partie qui a été travaillée où l'eau peut s'infiltrer un peu, mais comme il n'y a pas de cohésion, ça fait une espèce de terre boueuse et lourde et qui va glisser sur la semelle de labour. C'est ce qu'on voit, les coulées de boue, ça vient de là, c'est que le sol étant pas organisé, il tient pas, quoi. Une fois qu'il est lourd, qu'il est gorgé d'eau, il glisse. Il y a un cinéaste qui a fait un joli film là-dessus où il survole des grandes zones agricoles où on voit comme des pattes de doigts qui sont tracées dans les champs et c'est les coulées de boue régulièrement, quoi. Donc, Oui. donc ce qui s'est passé à Valence, il faut pas chercher, hein. Vous avez qu'à regarder autour de Valence, il y a des terres agricoles. Je serais curieux d'aller voir dans quel état elles sont en ce moment, quoi. Oui, donc vous faites l'expérience, donc on voit dans l'expérience qu'effectivement il y a une terre qui absorbe et l'autre qui devient presque imperméable. Mais c'est ça, c'est ce qui se passe dans la réalité. Moi, quand il pleut, moi je vois pas l'eau qui ruisselle. L'eau, elle s'infiltre au fur et à mesure. Bon, s'il pleut comme en 2002, 700 mm, c'est sûr qu'il en est sorti 400 ou 500, mais il y en a 200 qui sont rentrés. Et c'est pas tous les jours qu'il pleut 200 mm à quelques minutes, enfin quelques temps, quoi. Oui, puis dans le sud, il pleut, des pluies, ce sont des pluies diluviennes, hein, réellement, hein, donc on est habitué à ce genre de choses. Donc, Louis-Julien, il y a une formule de vous que j'aime beaucoup, c'est la solution est sous nos pieds. On parle des méga-bassines, vous savez, qui sont combattues. Peut-être à juste titre, je vais vous demander votre avis là-dessus et puis d'expliquer cette formule magnifique, la solution est sous nos pieds. Oui, c'est-à-dire que plutôt que de creuser des bassines et d'artificialiser des sols, il suffit de laisser rentrer l'eau dans les sols. C'est la bassine la plus importante et la plus grosse, quoi. Parce que les bassines, de toute façon, il n'y en aura jamais pour tout le monde. C'est de l'eau qu'on va prélever dans les nappes, qu'on va mettre à l'air, qui risque de s'évaporer et de se pourrir, parce qu'il va y avoir des bactéries qui vont se mettre dedans. Enfin bon, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on puisse faire des petites réserves.
savez, quand l'eau ruisselle dans un creux, tout ça, on peut l'eau de pluie. Mais par contre, creuser une bassine pour aller pomper l'eau dans une nappe pour la mettre dedans, en Espagne, ils en font plus de bassines. Ils ont arrêté parce que ils n'arrivent plus à les remplir. Donc ils se sont aperçus que c'était pas la solution. Et nous, on va faire la bêtise d'en faire, quoi. Donc c'est ça qui est pas normal, quoi. Oui. Je voudrais. L'argent qui est mis pour faire les bassines, il faut le donner aux agriculteurs pour qu'ils puissent transformer leur sol en véritable éponge. Ouais, c'est ça. Donc tout est une question de comment est-ce qu'on travaille l'on travaille les terres. Hein. Donc Comment on effectivement, on utilise aurait. l'argent, quoi. Comment on utilise l'argent? Parce que on donne aux agriculteurs plus de 9 milliards de subventions de la PAC. Donc si une partie était donnée pour que les gens transforment leur sol en véritable éponge, ben la solution, elle serait Ah résolue. oui, ça, c'est sûr. Voilà. Donc, en gros, on peut dire que capter l'eau avec les terres naturelles vivantes, c'est là que l'on combattra vraiment la sécheresse et les sécheresses, quoi. Mais bon, ça veut dire qu'il faut revenir à une agriculture paysanne. Ça veut dire qu'il faut, voilà, aussi. Il n'y a pas tellement de choix. C'est difficile. Bon. En tout cas, je dis ça, mais vous prouvez également, toujours en le montrant, que entre une parcelle de vigne en conventionnel et une parcelle de vigne en bio, que vous avez quand même mis 35 ans à faire vivre, eh bien, il y a quasiment la même productivité, ceci dit. Donc, on peut préserver un sol et quand même être productif. Expliquez-nous ce petit miracle, Louis Julien, parce que personne n'y croit en général. Oui, bah, ils ont qu'à venir voir sur pièce. Hein. Cette année, on a fait des rendements en blé. Alors, pour chez nous, pour certaines régions, ça va paraître dérisoire, mais on a fait des rendements en blé qui ont approché les 5 tonnes à l'hectare sur du lait tendre et avec du bio, donc sans engrais. C'est important. Ah, il y a du mouvement, là. Bon, oui. Donc, alors que dans certaines régions, ils n'ont même pas pu le moissonner parce qu'il pleuvait. Et voilà. Donc, on a trop spécialisé les régions pour faire du blé. Avant, on en faisait partout. Ouais. Tout le monde avait ses champs de blé autour de soi, avec ses moulins autour des rivières. Oui, c'est vrai. Et on voit d'ailleurs ce qui est très impressionnant pour en revenir à cette artificialisation et à ces aberrations à la fois écologiques et ces scandales urbanistiques, que les champs de noiseaux, on m'a envoyé des habitants de là-bas, m'ont envoyé des photos des champs complètement inondés. Hein. C'est quand même aussi impressionnant et parlant. Hein. Donc voilà, donc il y a vraiment beaucoup de réflexions à mener. Il faut dire que la SMAJ fait des formations à destination des élus qui, il faut le dire, on aurait bien besoin, surtout dans le sud. Bon. Voilà, le SMAJ, c'est le syndicat qui s'occupe de l'aménagement des rivières. Donc moi, je fais partie de la commission locale de l'eau, donc c'est un peu le parlement de l'eau, quoi. Et là, j'ai réussi à faire comprendre que la culture organique des sols permettait justement de préserver la ressource en eau. Oui. Bah ouais, magnifique. Hein. Donc voilà, donc c'est aussi, ça peut être ces formations, c'est quand même. Est-ce que Sébastien Béraud veut réagir à cette question de l'eau, de l'artificialisation, Sébastien? Oui, moi je pense qu'on manque beaucoup de bon sens paysan dans notre société d'aujourd'hui. Il faut regarder ce que faisaient nos anciens et le mettre en application. Moi, j'ai un peu cette double casquette par rapport à l'artificialisation. Je suis conseiller municipal. Je vois qu'il se fait des choses aberrantes, mais je ne peux pas grand-chose dire puisque je suis dans l'opposition, je suis un peu seul. Et après, je suis agriculteur et j'ai plusieurs sortes de terrains. J'ai de l'argile. Ah oui. J'ai de l'argile et du volcanique. Et c'est vrai qu'en fonction du type de terrain, c'est plus ou moins facile de permettre la perméabilité de l'eau. Dans l'argile, c'est très, très compliqué. Nous, l'avantage qu'on a dans notre région, c'est qu'on a beaucoup de prairies naturelles, donc on a des vaches. Et nos vaches, elles font beaucoup de fumier. Donc, on ramène beaucoup de fumier, de matière organique dans nos sols pour faire cette éponge, comme il explique le monsieur. Mais c'est vrai que dans les argiles, c'est très, très compliqué parce que c'est des sols qui sont imperméables et on a du mal à trouver vraiment une vie microbienne. Oui, bien sûr.
tout est fait Oui, à l'envers. Là, on part à fond sur la méthanisation, mais la méthanisation, ça va à l'envers du bon sens paysan parce qu'on enlève le carbone du sol. Et le plus important exactement. dans un sol, c'est le carbone pour avoir de la matière organique, pour avoir de la vie microbienne dans le sol. C'est ça le plus important d'un paysan, c'est qu'il y ait des vers de terre, des champignons, de la vie. Et c'est ça qui va aérer le sol et qui va permettre de stocker de l'eau. Et le problème, c'est qu'on fait tout le contraire, on alimente directement la plante au lieu d'alimenter le sol. Et moi, je me bats depuis des années contre ça, au travers de mes vidéos en dénonçant la méthanisation. Et c'est un scandale. C'est un scandale parce qu'on nous fait croire que ça va sauver les nappes phréatiques. Alors c'est tout le contraire, puisqu'on amène directement les éléments minéraux au sol, sans carbone, donc sans complexe argilo-humus, et tout ça, ça descend dans les nappes phréatiques. Donc je me demande si tout n'est pas fait pour détruire l'agriculture et détruire la civilisation qu'on vit, pour nous imposer de la viande, de la farine d'insectes, de l'intelligence artificielle pour fabriquer des steaks végétaux, tout ça. Je pense qu'ils veulent remplacer les paysans par de la malbouffe. Et nous, les paysans, ils voudraient qu'on mette des champs d'éoliennes, des champs de panneaux, faire de la méthanisation pour être fournisseurs d'énergie verte, pour Oui. atteindre les 30% d'énergie Et, verte imposée par et- l'Europe. ouais. Alors c'est tout le contraire qu'il faut faire. Oui, j'ai entendu dans les valeurs j'ai entendu beaucoup d'agriculteurs me dire qu'ils avaient des propositions, des demandes pour les panneaux solaires, pour faire tout ça, les énergies entre guillemets vertes et tout ça. Et puis évidemment bétonner le sol, encore une catastrophe écologique avec les éoliennes, évidemment, puisque là on pourra pas, pour débétonner tout ça, ça sera très cher, 600 000 € je crois pour retirer une éolienne. Ils se rendent pas compte que ce sera à leurs frais d'ailleurs. Enfin bon, c'est effrayant. Donc évidemment que il y a une volonté de détruire. Alors est-ce que c'est juste parce qu'on veut faire de l'argent ou est-ce qu'il y a une volonté de nuire réelle? Peu importe d'ailleurs, c'est le résultat qui compte. Peu importe l'intention, ce qu'il faut voir, c'est le résultat. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que ce qu'on détruit dans la nature, c'est très très difficile de le rattraper. Et aujourd'hui, nos terres, la nature est en souffrance, voilà, tout simplement. Donc, qu'on arrête de nous parler d'écologie tant qu'on fera ce genre de choses, bien sûr. Mais alors, je pense que c'est pas Louis Julien qui va vous contredire. Non, tout à fait. Alors, j'ajouterai juste un petit mot sur les terres argileuses. C'est qu'il faut quand même, moi, nos terrains sont très argileux, donc il faut quand même du temps pour arriver à les rendre poreux. Mais après, c'est les vers de terre. Si vous voulez, si on nourrit les vers de terre, ils font des galeries dans l'argile et ça finit par descendre. Mais ça, moi, j'ai mis 35 ans pour faire ça. Mais bon, en apportant des masses de matière organique, on doit aller plus vite, quoi. Après, il y a des terrains qui sont plus ou moins faciles, mais chez nous, toutes les terres argileuses qu'on a, moi je les ai rendues poreuses, alors que chez les voisins, ça ruisselle dès 10 mm, alors que chez nous, jusqu'à 200 mm, ça se boit, quoi. Ouais. La preuve, elle est là. Je veux dire, la preuve n'est pas à faire. Oui. Alors, j'ai juste une question. Je voulais juste introduire. C'est toujours pareil. Je ne sais pas s'il m'entend cette fois. Franck Leroy. Non, toujours pas. Bon, alors Franck Leroy ne peut pas m'entendre et normalement il devrait être par téléphone. Et puis là, j'ai dans le studio, toujours virtuel, alors en Zoom, alors on va voir s'ils m'entendent. Normalement, Nathalie Queyroas et Jean-Pierre Pasquet. Oui. Oui, bonjour. Bonjour Oui, à vous bonjour. deux. Voilà, comme ça, vous pouvez intervenir si vous le souhaitez. Alors, vous faites partie des solutions, hein, de la partie solution de l'émission avec ce fameux Franck Leroy dont on se demande si on l'aura un jour en ligne. Donc, vous faites partie des solutions. Il y a un des cofondateurs de Bleu Blanc Cœur et la présidente de Bleu Blanc Cœur qui est parrainée par le chef Thierry Marx. Et donc, voilà, on va en parler dans un moment. Et voilà, pour les beaux exemples et l'aide directe et concrète à nos éleveurs et à nos agriculteurs avec des super bons produits. Voilà. J'ai une dernière question pour vous. Alors pour Sébastien, à la fois pour Sébastien et pour Louis Julien, il y a des gens qui luttent. Alors, il y a des écologistes un peu radicaux, il y a des vrais et il y a les faux. Donc, les faux, vous savez, ils sont politiques, ils sont et donc ils sont woke, ils sont tout ce que vous voulez, ils n'ont rien. Selon les faux verts, tout rouge à l'intérieur, il y a à peine une croûte verte dessus, d'ailleurs, à peine, je sais pas, c'est un pchit, juste un petit pchit de vert.
Et puis vous avez ceux qui se battent réellement, concrètement, qu'ils aient raison ou pas, mais en tout cas c'est des gens vraiment de conviction. Donc on les voit contre les méga-bassines, donc on a bien compris que les méga-bassines ça n'était pas souhaitable, et on les voit aussi contre le projet de l'A69. Et donc vous savez ce qu'on appelle les écureuils. Et donc, dont on dit qu'ils sont violents, mais enfin, qu'est-ce qui est violent? C'est de monter dans un arbre et d'empêcher une catastrophe écologique, ou c'est de secouer l'arbre pour faire tomber ces gens? Moi, c'est un peu la question que je me pose, mais bon, bref. Donc, dans ce combat de la 69, il y a aussi une artificialisation. Et moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ces combats. Est-ce que ce sont des combats d'arrière-garde? Est-ce qu'il faut accepter une nouvelle route pour gagner 30 secondes? Ah, voilà. Ouais, personnellement, je me suis battu Louis contre Julien. un projet d'autoroute, donc il y a une quinzaine d'années, donc on a réussi à empêcher qu'elle se fasse. Et je pense que là, c'est plus la mode de faire des routes. On en a assez des routes. Il vaut mieux mettre de l'argent dans les transports en commun que dans des nouvelles routes, surtout qu'elles passent à côté de l'autre et qu'elles vont prendre des bonnes terres. Donc c'est vraiment heureusement qu'on a des jeunes qui sont là, qui sont volontaires, qui grimpent dans les arbres, qui font les écureuils. Heureusement qu'ils sont là, ils éveillent les consciences. Mais les consciences sont très endormies quand même. Très. Oui, très, très, très. Mais enfin, la réponse étatique est quand même très violente en face. Enfin, c'est quand même très, très étonnant que les citoyens, c'est leur terre, c'est la terre de leurs enfants. Vous savez bien qu'on n'est pas propriétaire de la terre, mais qu'on en est à peine locataire et qu'elle est là pour être léguée à nos enfants. Et de quel droit ces gens se permettent de la détruire, de l'artificialiser, parce qu'artificialiser, ça veut dire, c'est synonyme de détruire. Voilà, c'est tout simple. Et quand vous avez des citoyens qui disent non, en fait, c'est non. Et je dirais que dans tous les domaines, quand c'est non, c'est non. Et quelqu'un qui n'est pas apte à entendre le non, c'est très, très inquiétant sur sa psychologie, en fait. C'est très inquiétant. En tout cas, merci de vous battre tous. Voilà. Pour nos terres, pour garder des bons produits, pour garder des circuits courts, pour garder une véritable indépendance alimentaire. Et je vous laisse ne pas conclure, Louis-Julien. Écoutez, continuez votre combat aussi pour diffuser les messages comme le mien, comme celui d'autres personnes. Et voilà, quoi, il n'y a pas de... Il faut porter la bonne parole. Donc on peut déjà diffuser votre film qui est sur YouTube, Génération 17, c'est ça, le cri de la terre. Donc il faut faire circuler au maximum. Voilà, et il faut rajouter, si on n'arrive pas à l'avoir directement, il faut rajouter le nom du réalisateur, la Frédéric Glaise dessus. Et comment aider concrètement? Je vais poser la même question à Sébastien Béraud avant de donner la parole aux autres invités. Comment aider concrètement ce combat de la sauvegarde de nos terres, hein, voilà, il faut bien dire de nos terres, pas celles des promoteurs immobiliers, pas celles d'un État et de quelques personnes toutes puissantes. Comment garder nos terres et comment aider nos paysans? Alors, Louis-Julien, si des gens veulent faire quelque chose concrètement, que peuvent-ils faire pour vous aider? Si les gens, déjà concrètement, vous avez une association Terre de Liens qui achète de la terre et celle-là, elle ne sera jamais revendue. Et elle aide à l'installation d'agriculteurs. Donc là, tout modestement, vous pouvez prendre une part de cette association, dans cette société, de cette fondation. Vous prenez une part à 100 ou 150 euros, je ne sais pas connaissez, et vous savez que vous aurez un morceau de terre nourricière qui sera protégé. Vous cherchez Terre de Liens, vous allez trouver facilement. J'en avais déjà parlé, mais il y a très longtemps. Merci beaucoup, Louis-Julien, de le rappeler. Voilà. Et puis, bien sûr, peut-être aller aussi se fournir directement chez nos agriculteurs. Et j'espère qu'on va enfin avoir, n'est-ce pas, ma chère Claudia, ma technicienne, est-ce qu'on aura mon invité au téléphone pour justement parler de la vente directe, voilà, qui est très, très importante avec mes invités. Maintenant, on va parler de la vente directe, d'aller directement chercher nos produits. En tout cas, merci Louis-Julien. Merci beaucoup. Ah, il m'entend plus, je crois qu'il est déjà parti pour d'autres aventures, arpenter ses vignes. Voilà, est-ce que Sébastien Béraud nous entend encore? Oui, je suis toujours là. Et alors, voilà, et concrètement, vous?
La même question, c'est Alors, pour vous. je pense qu'il faut que les consommateurs fassent des collectifs, des associations de défense des terres agricoles en collaboration avec les agriculteurs. Et, euh, et puis comme ça, on va y arriver. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut arrêter de faire des ronds-points à tout va. Il faut arrêter de faire des autoroutes. Il faut retrouver le bon sens paysan, comme nos anciens avaient. Je ne vois pas d'autre solution. Il faut préserver tous les mètres carrés de terre qui nous restent. Parce qu'un jour ou l'autre, on va le payer cash, on va le payer très cher, parce qu'on va avoir une famine. Le jour où on n'aura plus d'importation, ça va être la famine en France. Parce Ouais, que ouais. il faut qu'on développe, bien entendu, les circuits courts pour la restauration, pour les hôpitaux, les maisons de retraite, mais pas que. Ouais, Et ouais. Alors, c'est la souveraineté alimentaire qui est en jeu. ouais. Alors, je vous ai dit que c'était aussi une question de santé publique, que de préserver nos terres et notre agriculture et nos élevages et nos bons produits, avec aussi ceux qui les transforment, c'est-à-dire une industrie agroalimentaire sage et qui fait bien les choses. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec les invités que je vous ai présentés de Bleu Blanc Cœur. Et enfin, je l'annonce, la bonne nouvelle, enfin est apparu sur la ligne Franck Leroy, éleveur et producteur. Franck Leroy, vous êtes là ? Oui, bonjour. Ah, alors on a eu beaucoup de mal à vous joindre. Alors je suis heureuse de vous avoir avec également Jean-Pierre Pasquet et Nathalie Queyroas, respectivement cofondateurs et présidents de Bleu Blanc Cœur, magnifique marque, mais c'est beaucoup plus qu'une marque. Vous allez voir, c'est pas une marque, c'est tous les producteurs qui viennent à votre rencontre avec les meilleurs produits possibles. Et là, on va parler de santé, bien sûr, et on va parler de protection et une manière de pérenniser et de faire fructifier le travail de nos éleveurs, de nos agriculteurs et de nos transformateurs aussi. Et vous, Franck Leroy, vous, c'est pas du tout différent. Vous êtes éleveur, membre cofondateur de Talent de Ferme. Et on va raconter l'histoire, je crois, de 13 femmes qui dament le pion à la grande distribution avec cette création d'il y a 10 ans déjà. Donc bonjour, merci d'être là à tous. Oui, bonjour. Bonjour. Et puis, moi, j'invite à bien consommer grâce à vous. On pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus. Quelle misère. Oui, Franck Leroy. Je vais me présenter, je suis Jean-Pierre Pasquet. C'est Jean-Pierre Pasquet, oui. Jean-Pierre Pasquet, je suis éleveur et un des cofondateurs de l'association Bleu Blanc Cœur. À mes côtés, j'ai la présidente Nathalie qui expliquera exactement ce que c'est Bleu Blanc Cœur. Juste pour introduire un petit peu la démarche Bleu Blanc Cœur, je vais vous donner un exemple de ce qu'on a fait il y a 25 ans. On a interdit dans nos cahiers des charges l'huile de palme dans l'alimentation des animaux. Ça a eu pour effet de ne pas utiliser cette huile de palme, donc de ne pas favoriser la déforestation en Indonésie. Alors au départ, c'était toujours vu comme un truc anti-économique, parce que c'est l'énergie qui coûte la moins chère, parce qu'on s'est arrangé pour que ça fonctionne comme ça dans nos systèmes. Mais aujourd'hui, on est quand même 7000 paysans, et principalement des éleveurs, qui n'utilisent plus l'huile de palme depuis 25 ans dans l'alimentation de leurs animaux. Et quand vous regardez les chiffres d'importation d'huile de palme en France, ils sont toujours en augmentation. Donc on a quand même des solutions pragmatiques et efficaces pour contrer en tout cas tous les effets néfastes qu'on peut avoir au niveau global sur l'environnement. Maintenant, je vais passer la parole à Nathalie Queyroas. Oui, parce que Nathalie, elle est présidente. Bleu Blanc Cœur dans ses enjeux et ce que ça représente en termes de... Ouais. Alors, il faut quand même présenter. Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche d'abord collective. Moi, j'aime le collectif. Je le dis toujours, on se la joue. Collectif, tout seul, vous allez vous suicider dans votre coin parce qu'il y a toujours énormément de suicides d'agriculteurs et d'éleveurs. Non, collectif, voilà. Il faut absolument retrouver ce sens et arrêter l'individualisme. L'individualisme, c'est la mort et c'est de cette manière qu'on crée un État absolument tout-puissant et mortifère pour le peuple. Ensuite, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, vous allez nous en présenter, Nathalie, si vous voulez bien, un tout petit peu la genèse.
Oui, avec plaisir. Donc effectivement, Jean-Pierre est le fondateur, donc la démarche Bleu Blanc Cœur, ça a été depuis le début une démarche collective de qualité qui avait pour objectif de mettre autour de la table à la fois les agriculteurs, les éleveurs, les acteurs de la production, de la transformation agroalimentaire, mais aussi les metteurs en marché. Et l'originalité de la démarche Bleu Blanc Cœur, c'est qu'on a aussi des consommateurs, des professionnels de santé, des professionnels de métiers de bouche, donc des représentants de la société civile. Et c'est collectivement, voilà, qu'on se parle pour mettre en place les référentiels de qualité qu'on appelle des cahiers des ressources et des engagements chez Bleu Blanc Cœur. On n'appelle pas ça des cahiers des charges, parce que des charges en agriculture, c'est le verre un peu à moitié plein, enfin à moitié vide, et puis c'est aussi le côté un peu négatif des choses. Les charges, il y en a beaucoup. On se plaint de l'administration, mais en l'occurrence, chez Bleu Blanc Cœur, on valorise la nature, le vivant, et on a cette démarche d'obligation de résultat. C'est-à-dire que la finalité de Bleu Blanc Cœur, c'est effectivement de travailler de concert dans le but d'améliorer l'empreinte nutritionnelle, la qualité nutritionnelle des produits animaux, mais aussi leur performance environnementale, en mettant en place des logiques. Enfin, pour être simple, on va remettre en place des cultures d'intérêt nutritionnel dans les champs en France. Jean-Pierre a dit on a interdit l'huile de palme, mais on a aussi réintroduit des cultures d'intérêt, l'herbe, la luzerne, le lin, le lupin, la févrole, qui sont des cultures d'intérêt nutritionnel, qui sont intéressantes et pertinentes pour la diversité végétale, la santé des sols, et qui viennent apporter de la diversité dans l'auge des animaux. Donc nos animaux ne mangent pas un régime maïs, blé, soja, ils vont manger un régime beaucoup plus diversifié avec ces graines d'intérêt nutritionnel qui leur font du bien à eux et qui permettent de marquer le produit. Les viandes, les produits laitiers, les œufs Bleu Blanc Cœur ont une signature biologique du mode de production qui se mesure et qui est pertinente pour la santé de l'homme. Et cette mesure pour la santé de l'homme, on l'a démontré depuis 24 ans que Bleu Blanc Cœur existe par des études scientifiques, des mesures, voilà, des études. On aura peut-être l'occasion d'en parler de la toute dernière. La toute dernière, oui. Alors et puis on va... La toute dernière, c'était sur des femmes enceintes et allaitantes. Ah oui. Donc, une étude où on a 80 femmes enceintes qui avaient pour projet d'allaiter. Alors, en fait, ce qui est beau dans Bleu Blanc Cœur, c'est que non seulement vous produisez des produits avec sous la... non pas sous la marque, mais avec le logo Bleu Blanc Cœur, en fait. Donc, c'est l'imprimatur de la bonne alimentation dans la petite et moyenne et grande distribution. Et surtout, c'est aussi une forme d'interaction entre plusieurs domaines, le consommateur, les médecins, les nutritionnistes et bien sûr les producteurs, les éleveurs, les agriculteurs. Ça, c'est prodigieux quand même. C'est un travail qu'on ne connaît pas assez. Donc moi, vous savez ce que je vais faire ? Je vais montrer un produit. Et alors, j'ai été héroïque, figurez-vous, je ne l'ai pas mangé. Alors, parce que c'est un sublime, il faut le dire, un sublime yaourt. D'ailleurs, d'une ferme d'Île-de-France, vous voyez, de la ferme de Viltin. Donc, alors je ferai un sort à la fin. En plus, c'est à la framboise, vous voyez. Regardez ce joli petit coulis, tout est bon, tout est naturel, tout est bon pour votre santé. Pas trop sucré, les bonnes vaches, circuit court, voilà. Donc, haute valeur nutritionnelle ajoutée. Pourquoi est-ce que j'insiste ? Parce que on sait, mais tout le monde ne le sait pas, il y a eu des études qui sont sorties, que à quantité égale, lorsque l'on mange un fruit, un légume ou que l'on boit même du lait, on a beaucoup moins de valeur nutritionnelle qu'autrefois, ça c'est la première chose. Et puis ensuite, quand c'est pas bien cultivé, pas bien élevé, etc., on va manger des antibiotiques, des pesticides, enfin, toutes sortes de choses qui sont tout de même un petit peu dommageables pour notre santé. Donc, et je sens que Jean-Pierre Pasquet a envie de parler. Franck Leroy, que je ne vois pas, qui est au téléphone, peut intervenir aussi sur ces questions-là, puisque lui est éleveur et qu'il est cofondateur de Talent de Ferme et que Talent de Ferme vend aussi des produits aussi. Vous pouvez intervenir. Je laisse Jean-Pierre Pasquet et Franck Leroy. Ensuite, je vous laisse vous présenter Talent de Ferme et répondre un peu à tout ce que vous avez entendu. Très bien. Donc, vous l'avez dit, on est ce qu'on mange. Et en fin de compte, il faut le réexpliquer pour comprendre ce qui se passe dans la terre, la santé de la terre, la santé de l'animal, la santé de l'homme, tout est lié. Et nous, à Bleu Blanc Cœur, on a prouvé ça scientifiquement par des études. Et ce qui fait un petit peu notre force aujourd'hui, c'est que le consommateur, il accepte de payer un petit peu plus cher un produit qui a une meilleure valeur parce qu'il a un intérêt quelque part. Et je pense que l'intérêt global, de la santé globale, quand on la raisonne sur une filière du producteur jusqu'au consommateur, on arrive à trouver des gens
dans la distribution, dans la transformation, qui nous rejoignent. Je pense que c'est ça la force de Bleu Blanc Cœur, le collectif, mais le collectif prouvé scientifiquement. Et je crois que quand on dit on est ce qu'on mange, je vous donne juste 2 exemples. Dans l'herbe, vous avez 10% d'huile et 65% d'oméga 3. Dans le cerveau de l'homme, vous avez beaucoup de matières grasses aussi, c'est le deuxième composant, et vous avez, je crois que 55%, 70% d'oméga 3. Donc on est bien ce qu'on mange. Donc si la vache mange de l'herbe, elle aura un yaourt que vous avez devant vous parce qu'elle a mangé Bleu Blanc Cœur et on lui a fait manger de l'herbe ou des matières premières qui ont la même composition que l'herbe, le lin, la luzerne, et ainsi de suite, eh bien, vous avez 3 fois plus d'oméga 3 dans un lait Bleu Blanc Cœur que dans un lait standard, qui est nourri, qu'une vache qui est nourrie avec du maïs et du soja. Et l'impact sociétal donc sur la santé, il a un coût, parce que quand vous achetez un yaourt, derrière, vous avez un coût santé. Si vous êtes malade avec cette alimentation-là, ben ça coûte à la société. Et nous, on pense que en remettant de l'équilibre dans nos terres, eh bien, on peut remettre de l'équilibre dans l'assiette du consommateur et par ce biais, eh bien, éviter des coûts santé. Voilà. Et puis sur le plan environnemental, la grande chance qu'on a, c'est que on cumule les bénéfices, puisque quand une vache, par exemple, mange de l'herbe ou le régime Bleu Blanc Cœur, eh bien, on réduit le dégagement de méthane de la vache jusqu'à 20%. Dans mon élevage, moi, avec 60 vaches laitières, ça correspond à 300 000 km d'équivalent voiture économisé par an, le fait de nourrir le Bleu Blanc Cœur. Donc, c'est vraiment pas une paille. Sur le lait, c'est moins 20% d'impact CO2. Le fait qu'on n'utilise pas d'huile de palme, qu'on n'utilise pas de soja d'importation, qu'on utilise des sources de protéines locales cultivées dans nos territoires, eh bien, ça donne tous ces éléments. Oui, et avec des vaches qui mangent de l'herbe, pas des farines Oui, animales. Voilà. principalement dans nos régions parce qu'on a de l'herbe, mais s'il n'y a pas d'herbe, parce que c'est compliqué parfois dans certaines régions à cause de la chaleur, ça on dépend peut des utiliser moments. des graines qui ramènent l'équivalent de l'herbe, le lin, le lupin, la févrole, toutes ces graines qu'on a citées tout à l'heure. Ça, très bien. Et je vais peut-être donner la parole juste à Franck Leroy pour qu'il réagisse à tout ce qu'il a entendu. Et puis qui présente Talent de Ferme, donc créé il y a 10 ans par, je crois, 13 femmes, entre autres, et vous-même, et pour un peu damer le pion à la grande distribution, qui, c'est toujours bras de fer aussi, on tire les prix vers le bas, et puis finalement, personne ne s'y retrouve, ni le consommateur, ni le producteur. Et donc vous avez dit, puisque c'est comme ça, on va s'allier, et puis on va créer Talent de Ferme et notre boutique. Je vous laisse présenter, vous présenterez infiniment mieux que moi et de façon plus précise et voilà. Oui, bonjour. Donc, oui, Talent de Ferme, aujourd'hui, en fait, et à part Talent de Ferme, parce que nous, donc, région lilloise, près de Lille, oui, j'ai oublié de le dire. Zone périurbaine, en fait, beaucoup d'exploitations font de la vente directe sur la ferme ou des petits magasins à côté, tout tournait bien quand d'un coup la grande distribution a voulu installer un projet au cœur de toutes nos ventes directes. Ils ont commencé par démarcher en fait les agriculteurs et dire qu'il y avait un grand projet collectif. Et après ils sont plutôt de rendez-vous en rendez-vous. Ils ont commencé à dire que le projet était comme ça et comme ci, avec les prix qu'ils allaient donner, et non pas... nous, les agriculteurs, on est maîtres du jeu, puisqu'on vend au prix qu'on estime devoir vendre. Et là, ils nous avaient imposé des prix, en fait. Et du coup, de là, c'est créé un collectif et qui dit pourquoi ce que la grande distribution veut faire, on ne peut pas le faire entre nous, et à la place de donner la marge à la grande distribution, la prendre sur nos exploitations. Donc en fait, de là est démarré un petit groupe qui a grandi. Aujourd'hui, on a investi 12, c'est 13 associés, mais dans les 13, il y a un artisan boulanger.
12 exploitations agricoles et un artisan boulanger qui ont donc fusionné et créé un magasin donc de vente de 300 mètres carrés de vente et 300 mètres carrés de labo. Et nous ont rejoint en tant que dépôt-vendeur une bonne quarantaine de fermes. Donc dans notre magasin d'aujourd'hui, on retrouve 55-60 fermes représentées. Et alors, certains m'ont dit que toute leur production y passait comme ça, en fait. Ah oui, aujourd'hui, c'est sûr, on est sur... on fait à peu près 2000 paniers semaine, 2000 passages en caisse. Du coup, en fait, en maraîchage, que nous, on a quand même des exploitations très variées, très diversifiées. On a de l'exploitation de 1,5 hectare en maraîchage à l'exploitation on va dire, d'une centaine d'hectares. Ah oui. Donc, en fait, il y en a, des agriculteurs mettent toute leur production au magasin. Alors, moi, je prends mon cas au niveau de la viande. Donc, moi, je suis associé au niveau viande bovine et pommes de terre. Donc, en viande bovine, on est sur environ 2 vaches semaine et un veau. Donc, en fait, tout mon cheptel passe au magasin. Et encore, on a d'autres producteurs à côté. Oui. Alors, je ne sais pas ce que ça inspire aussi à Nathalie Queiroas qui voulait parler aussi. Vous voyez, il y a toutes sortes de modèles et j'imagine que chez Bleu Blanc Cœur aussi, ça permet de pérenniser donc les exploitations. Mais oui, et puis quand vous parlez de modèles, aujourd'hui, ce qui nous importe, en tout cas chez Bleu Blanc Cœur, c'est de fédérer tous les types d'agriculture avec je dirais un enjeu commun qui est l'obligation de résultat, la mesure. Chez Bleu Blanc Cœur, on a des productions bio, on a des productions fermières, on a des productions conventionnelles françaises dans les 100% français, mais on peut avoir du bio, du label rouge, du conventionnel, du producteur fermier. Ce qui nous importe, c'est effectivement d'avoir cette obligation de résultat. Et on a aussi un enjeu qui est fort, c'est l'accessibilité au plus grand nombre. Les enjeux de santé là, dont on parlait tout à l'heure, quand vous regardez la dernière étude de la FAO qui dit que pour 1 euro investi dans notre alimentation, alors aujourd'hui en France, on est à 13% du budget alimentaire des ménages qui est consacré à l'alimentation. Et c'est souvent malheureusement la variable d'ajustement des budgets des Français, parce que finalement, nos abonnements, tous nos abonnements téléphone, c'est les prélèvements automatiques. On va dire que le seul budget où on n'est quasiment pas en prélèvement automatique, c'est l'alimentation. Donc à la fin du mois, forcément, c'est la variable d'ajustement. Les assurances, tout ça, les frais bancaires, etc. Voilà. Donc du coup, on ne regarde pas les autres budgets, et celui qui toutes les semaines on regarde, c'est le coût de son caddie ou le coût de son achat dans le magasin de Monsieur Leroy. Et c'est malheureux parce que l'étude de la FAO qui a été publiée en 2023 montre que pour 1 euro dépensé en France dans l'alimentation, il y a 1 euro de coût caché. Et 3/4 pour des raisons de santé, parce que derrière, il y a des prises en charge de diabète, de maladies cardiovasculaires, de surpoids, de cancer, qui sont des maladies inflammatoires, nutritionnelles. Et je dis pas que l'alimentation va tout régler, mais l'alimentation, c'est notre première médecine, en fait. On en convient tous. Et si on mange mal, si on n'investit pas suffisamment, si aujourd'hui on a un poulet sur 2 consommé en France qui est importé, dont on ne maîtrise pas les normes sanitaires, la qualité nutritionnelle, c'est dommage. Et donc cette notion d'accessibilité, on la porte chez Bleu Blanc Cœur en se disant on doit faire en sorte que ce bien produire, on investisse. C'est un investissement, Jean-Pierre en parlera très bien, c'est un investissement dans l'alimentation, dans les sols, dans la santé des sols, dans les cultures, dans l'alimentation du bétail et des animaux. Mais derrière, le fait de changer les modes de production, c'est plein d'impacts positifs. Et c'est ça que j'avais envie de décrire, c'est que le prix n'est pas la valeur. Et derrière, quand vous avez, comme Jean-Pierre l'a expliqué, une vache qui produit 20% de méthane en moins. Les animaux en filière volaille, on a mesuré avec l'ADEME que c'est aussi 27% d'impact carbone, 21% sur les œufs, 27% en moins, parce qu'on a relocalisé la production. Et qui dit relocaliser la production, c'est aussi créer de la valeur sur les territoires. C'est intéressant aussi parce que finalement, la qualité de la production agricole va impacter la qualité organo-technologique des produits. Bleu Blanc Cœur s'est développé beaucoup en restauration scolaire, dans les restaurations d'entreprise. On sait que les budgets sont contraints.
Mais finalement, à budget égal, le fait d'acheter bleu blanc cœur, on achète des fois un petit peu moins, mais comme on a moins de pertes en eau à la cuisson pour les viandes, on a Oui. des crèmes qui foisonnent mieux, le cuisinier s'y retrouve économiquement et donc Mmh. du coup, on fait de la valeur et puis après, derrière, c'est le bénéfice santé et c'est là que bleu blanc Ouais. cœur a fait sa raison d'être. On a démontré que c'était Ouais. pertinent en termes de prévention santé. Alors, vous savez que moi, j'avais vu le résultat d'une étude sur les cantines scolaires et l'introduction du bio dans les cantines scolaires. Il y a beaucoup moins de pertes lorsque les produits sont bio. Les enfants mangent leur assiette. Enfin, mangent leur assiette, mangent ce qu'il y a dans l'assiette, voilà. Mais presque tout ce qu'il y a dans l'assiette. Donc, curieusement, vous voyez, on s'y retrouve parfaitement bien. Et puis, on a aussi un sentiment de satiété plus important avec un bon produit qu'avec un mauvais produit industriel. J'ai juste une question. Vous dites que vous avez de la production conventionnelle, mais tout de même raisonnée, j'imagine, puisque on doit s'y retrouver dans le domaine de l'apport nutritionnel, voilà. Déjà, obligatoirement, quand vous vous engagez dans la démarche bleu blanc cœur, vous engagez déjà à ne pas faire de bêtises, entre guillemets, qui n'ont pas de sens. Je parlais de l'huile de palme. C'est complètement débile aujourd'hui de mettre de l'huile de palme dans l'alimentation des animaux sur le plan nutritionnel, sur le plan environnemental. Mais par contre, on en met encore. Donc, je pense que les producteurs bleu blanc cœur aujourd'hui, c'est des producteurs qui sont conscients de notre responsabilité. Les paysans, parce que vous, paysans, si vous utilisez du soja d'importation, donc vous utilisez des technologies qui vous ramènent à un coût qui va peut-être être moins élevé pour vous, mais l'impact sur la filière en termes de consommation et tout, vous ne le maîtrisez plus derrière. Vous Ouais, c'est faites sûr. un produit qui va remplir un estomac, mais qui va nutritionnellement ne pas remplir les conditions nécessaires. Et donc, Oui. paysans, c'est nourrir les hommes. Donc, quand vous prenez cette responsabilité-là en tant que paysan, vous devez de faire le mieux possible par rapport aux connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui. Parce que quand je parlais des oméga 3, pourquoi je parlais des oméga 3 ? Parce qu'aujourd'hui, 98% des Français n'ont pas une accessibilité suffisante aux oméga 3 en France. Donc, on est quand même dans un manque parce qu'on a déséquilibré les filières dans nos sols. Ouais. Voilà. Ouais. Donc là, grâce à ce petit logo, quand même, on devrait pouvoir, en diversifiant évidemment son alimentation, pouvoir retrouver un certain nombre de nutriments importants. Et puis, comme il nous reste moins de 2 minutes, il y a quand même 7000 donc, producteurs, mais vous avez aussi ce qu'on appelle la communauté avec un grand C, alors ça c'est beau, c'est la communauté, de bénévoles. Et en fait, moi, j'ai découvert ça tout à l'heure, figurez-vous, Nathalie Queroa, c'est quand même incroyable, autour de Bleu Blanc Cœur, qui font vivre bénévolement Bleu Blanc Cœur, qui mettent les gens en relation, qui font vivre cette communauté. Donc ça, on peut le trouver peut-être. Comment rejoindre la communauté ? Oui, si vous tapez En un Bleu Blanc mot, Cœur parce que là, on n'a sur qu'une minute. Google et en tapant communauté, vous allez pouvoir rejoindre les 32 000 personnes qui sont membres de la communauté. Et l'introduction, vous l'avez faite sur la démarche collective. Mais finalement, cette communauté, c'est une communauté de consommateurs, d'éleveurs, de chefs cuisiniers, de professionnels de la santé. Et l'idée, c'est de ne plus travailler en silo. Je vais vous donner l'exemple des professionnels de la santé qui soignent des patients. Quand ils parlent à des éleveurs, un éleveur, quand il soigne ses animaux, il va bien le nourrir. Il le soigne parce que c'est l'alimentation. Et un médecin, aujourd'hui, malheureusement, quand il soigne, c'est qu'il est déjà, il y a déjà un problème de maladie. On est dans une phase de connexion des savoir-faire, des connaissances, des expertises pour mettre le bien manger et la prévention santé en primeur sur la... C'est l'inverse de la démarche asiatique, d'ailleurs. En Asie, Alors, c'est à Franck Leroy que je vais donner la responsabilité de conclure sur cette grande question de la bonne alimentation, de l'indépendance, de la préservation de nos terres et tout simplement de notre modèle paysan. Alors, moi, c'est vrai que je suis d'accord donc, avec, par rapport au Bleu Blanc Cœur, tout ce que j'ai entendu jusque-là, c'est tout à fait d'accord. Moi, je suis pas rentré dans ce label-là, mais nous, étant producteurs et en fait vendeurs en même temps, c'est-à-dire qu'on est dans l'obligation de faire aussi des permanences. En fait, entre guillemets, j'élève, je produis et je vends jusqu'au beefsteak. J'ai les consommateurs en face de moi tous les jours. Et donc, je ne suis pas Bleu Blanc Cœur, mais c'est pareil, en fait, on
Non, mais ça je comprends. Moi, c'est pas de se justifier. Justement, ce qui est bien, c'est qu'il y ait toutes sortes d'initiatives. C'est ça que je veux montrer, la diversité des initiatives qui permettent de faire des bons produits et de faire perdurer notre modèle paysan qui est quand même en péril. Donc là, c'est pour donner des clés, en fait, assez bien aux consommateurs qu'aux éleveurs et aux transformateurs qui font les choses bien. Alors, j'ai pas tout compris, mais après, je dirais alors manger local, manger les circuits courts, les éleveurs, les producteurs. Il y a plusieurs formes aujourd'hui, plusieurs modèles pour vendre directement aux consommateurs. Après, j'ai pas tout entendu votre question du coup. Non, mais voilà, en fait, c'est vendre directement aux consommateurs et puis vous allier tous ensemble, voilà, faire des groupements en fait. Oui. Des collectifs. Bon, en tout cas, merci à tous. Merci donc à l'équipe de Bleu Blanc Cœur. Merci à Talent de Ferme, donc près de Lille, avec cette grande boutique formidable de producteurs en direct. Et puis nous, écoutez, mes amis auditeurs, on va se retrouver plus tard pour d'autres aventures dans le Libre Journal de Salzabertin ou dans un journal de La Relève, où je suis comme en escadron volant pour la direction de la radio pour se glisser dans toutes les petites plages libres. En tout cas, pour continuer à mener le combat pour notre pays, pour nos terres, pour notre indépendance et puis surtout pour notre bonne gastronomie française, notre patrimoine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.